Très bien. Maintenant qu'ils sont là, donc je les ai sous l'œil, ce qui fait que je vais pouvoir leur passer la parole en fonction des questions qu'ils auront à poser. Je voudrais juste lancer le débat par deux petites questions très rapides. La première, c'est bien sûr le fait que vous avez des modèles économiques extrêmement différents, puisque le groupe Bertelsmann, même s'il y a les livres, c'est d'abord et avant tout un groupe de médias et un groupe qui est financé essentiellement par la publicité. En tous les cas, cette activité média est essentiellement financée par la publicité. La publicité chez Vivendi, c'est des poulièmes. Je veux dire, moins de 1%, vous négligez ça. D'ailleurs, je vois bien comment vous me traitez. Si je peux... Ça marche là? Oui, ça marche. Non, si vous voulez aborder ce sujet, nos budgets publicitaires du côté des dépenses sont très supérieurs à 1% du chiffre d'affaires et beaucoup trop chers. Par contre, nos recettes publicitaires sont certainement très mal gérées et inférieures à 1% du chiffre d'affaires. Voilà, on va vous aider à régler ce problème. La question, mais ça c'est une autre conversation qu'on aura plus tard. La question que j'ai envie de poser à l'un comme à l'autre, c'est finalement, quand on regarde l'évolution, le payant, le gratuit qui devient du payant, le payant qui devient peut-être du gratuit demain, comment est-ce que vous voyez, vous, pour ce qui vous concerne, l'évolution de vos recettes publicitaires? Est-ce que ça va rester à 1% ou est-ce que, en pensant à SFR et la possibilité d'offrir un vrai nouveau média qui est à la fois de masse et personnalisé, vous ne voyez pas là la possibilité de jolies recettes qui viendraient tripler, quadrupler le petit 1% que vous avez? Alors, vous avez raison, la question est de savoir finalement qui gère les écrans sur lesquels nous posons nos yeux. Nous avons devant nous en permanence, ou presque, un écran d'ordinateur, un écran de télévision, un écran de téléphone portable, un écran de smartphone, de BlackBerry, etc. Et la question est de savoir qui finalement gère l'espace publicitaire qui est lié et quelle est l'acceptabilité par les gens de cette publicité. Et aujourd'hui, eh bien, il y a certains écrans et certains modes d'accès qui font l'objet d'une bonne acceptabilité par les clients et d'autres, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il me semble qu'en ce qui concerne le téléphone mobile, et notamment l'écran qui est en permanence en face des gens avant qu'ils accèdent à une première série de services ou de plateformes, cette acceptabilité n'est pas là et je crois que certains tests ont été faits qui montrent que si ce marché décolle, ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, derrière le premier écran, il y a des écrans successifs et là, c'est là qu'est toute la bagarre qu'il va y avoir sur l'Internet mobile entre qui détient cet écran, qui gère cet écran. Est-ce que ce sont des plateformes mondialisées et très généralistes de type Google, iTunes, Facebook, ou bien est-ce que ce sont des plateformes plus spécialisées sur tel ou tel type d'accès au contenu, des plateformes de journaux, de sites de musique ou de réseaux sociaux? Et quel est le rôle des opérateurs de télécom? Quel est le rôle des différents médias auxquels on peut avoir accès derrière? Et là, je crois que l'histoire reste à écrire. Évidemment, nous nous intéressons beaucoup à cela, mais il est vrai que par rapport à ce qu'on pensait il y a 3 ans, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait passer l'après-midi là-dessus, par rapport à ce qu'on pensait il y a 3 ans, nous sommes en deçà de nos espérances et le marché est plus faible qu'il ne l'était. Tout le monde voit bien quand même qu'il y a cette bagarre. Pour nous, publicitaires, on s'oriente de plus en plus vers l'idée qu'il n'y aura qu'un seul écran et qu'il faut raisonner un écran. Mais ça, c'est un autre débat. Et moi, je suis là plus pour faire parler les invités que pour parler. Hartmut, quand on écoute ce que vous avez dit et qu'on écoute ce qu'a dit Jean-Bernard, finalement, on a l'impression qu'il y a un point fondamental qui est commun aux deux, qui est le développement de la qualité des marques et des services. Et que finalement, tout passe par là. Donc, il y a une certaine justice, en quelque sorte, puisque ça veut dire que les internautes, le public, n'achètent que ce qui est qualitatif, qu'il soit payé ou qu'il soit payant ou qu'il soit gratuit. Il faut avant tout la qualité. Comment est-ce que... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Et deuxièmement, comment est-ce que vous allez pouvoir maintenir
la qualité quand on sait à quel point c'est coûteux et les investissements qui sont consentis par les plateformes qui, elles, sont payantes? Quel type d'investissement et comment pouvez-vous les conduire? Zunächst einmal, der Umsatz im Werbebereich bei Bertelsmann beträgt etwa 1/3 und wir freuen uns bei den 33% über jeden Einzelnen, der uns das Geld gibt. Und deswegen herzlichen Dank auch an die Werbekunden hier im Haus sind. Ich muss sagen, dass es aus meiner Sicht ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass erstens wir auch früher schon in verschiedenen Bereichen nie Geld vom Kunden bekommen haben. Wir haben das Fernsehgeschäft in Europa aufgebaut, ohne dass wir eine müde Mark, wenn man so sagen will, vom Endkunden bekommen haben. Es war alles werbefinanziert. Und natürlich ist es schwierig, wenn man in Medien ist, die gewohnt waren, dass die Kunden auch bezahlen, zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften, dass man dann in die Richtung das bringt, dass es vernünftig gemacht werden muss. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man in der Lage ist, die Produkte so weiterzuentwickeln, dass dieser Inhalt unik wird, einzigartig wird, dann wird man auch Geld dafür zu bekommen haben. Und es ist einfach so, dass die Medienindustrie da lange Zeit nicht das geleistet hat, was sie hätte leisten können und dass wir jetzt aber verstanden haben, was zu leisten ist. Und wenn Sie dann fragen, wie das zu finanzieren ist, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir immer von den Bedrohungen und Herausforderungen der Digitalisierung im Absatzmarkt sprechen. Aber was man auch sehen muss, ist, dass die Medienindustrie Riesenmöglichkeiten hat der Effizienzsteigerung, wenn sie die Digitalisierung in die internen Abläufe einbaut. Wenn Sie sich beispielsweise unsere neuen Fernsehstudios angucken, wie wir in Belgien eins vor 3 Jahren gebaut haben oder wie wir es in Deutschland jetzt gerade bezogen haben, dann trägt da keiner mal Bänder durch die Gegend. Das ist alles digitalisiert, das ist alles effizient. Sie können heute digitale News, die 2 Minuten nach 1 in die Nachrichtensendung kommen, die können Sie schon um 4 Minuten nach 1 senden. Und das ist alles Qualitätsverbesserung und das wird dazu führen, dass wir uns von diesen Menschen, die heute Morgen angesprochen sind, die auch ihre Beiträge leisten, um Inhalte ins Netz zu stellen, aber dass wir uns von diesen weiter differenzieren werden und dass die große Menge der Menschen darauf angewiesen sein wird, hochprofessionelle und tolle Inhalte zu bekommen. Bien, je vais maintenant passer la parole à chacun d'entre vous et vous allez pouvoir faire un petit commentaire, soyez assez bref. Après la salle. Ouais, oui, la salle après. Non, parce que si tu veux bien. C'est toi qui fais le monsieur loyal. Mais oui. Comme j'ai entendu parler du Figaro, c'est parce qu'on m'a dit. Et que le Figaro est un sujet qui m'intéresse en tout premier lieu. D'accord, mais je te passerai la parole. Je donnerai un point de vue et je poserai une question après. Mais tu auras la parole tout de suite après, si tu veux bien, et avec plaisir. Donc, je vais commencer par vous. Vous dites juste quelques mots, et puis, si vous avez une question, vous la posez. Si vous n'avez pas de question, on passe à Alain. Ah, d'accord. Merci. Je veux dire 2 mots pour vous expliquer mon point de vue. Je suis historien des religions, alors je suis ni économiste ni juriste, mais je vous rappelle peut-être que la religion a toujours été une technique et surtout une technique du corps. Ce que j'aimerais observer, c'est que la discussion autour des modèles économiques suit une évolution qui est celle des interfaces. Et on voit que l'exemple qui illustre ça d'une manière étonnante, c'est les micro-paiements. C'est la convergence du cloud computing avec la mobilité qui a donné lieu à ce modèle. Or, il me semble que la dimension vraiment culturelle, pour revenir à la question de la qualité des produits culturels, parce qu'il ne faut pas oublier peut-être la dimension culturelle, en tout cas de mon point de vue, est liée à la manière dont le corps modifie les objets. Alors, pour donner un exemple, et là on peut peut-être poser une question, la culture numérique, il est intéressant qu'on ne parle plus d'informatique, on parle de numérique aujourd'hui quand même, c'est assez intéressant, a commencé comme une culture de la chaise, elle est devenue une culture qui se balade. Et cette évolution, en quelque sorte, décrit les difficultés qu'on est en train de vivre aussi avec le copyright. Parce qu'il me semble aussi que le copyright, néanmoins, est lié à cette mobilité dans ces difficultés avec la nature des objets qui nous sont décrits et offerts par les producteurs et les médias. Et vous avez une question ? Oui, la question, c'est comment converger à la fois les pratiques qui semblent souvent imposer des usages avec une modification de la manière de produire le contenu.
Jean-Bernard, Je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Je vais simplement pouvoir abonder dans votre sens, d'abord sur l'importance du corps, surtout au lendemain du lancement de Kinect. Je crois que c'est intéressant, votre remarque. Et deuxièmement, sur évidemment le rôle absolument majeur de la perception du contenu dans sa définition. C'est-à-dire que je ne crois pas seulement de ce qu'on appelle le contenu engendré par les utilisateurs, user-generated content. Je crois plutôt à la façon dont aujourd'hui l'Internet est le meilleur outil de marketing qui soit pour écouter ce que disent les clients et l'utiliser pour réagir sur, je ne sais pas si c'est très religieux, pour réagir sur la communication. Peut-être ça a un petit côté religieux aussi. Alain Oui, Alain Sussfeld est le directeur général du GC. Merci Maurice. Non, simplement, d'abord, moi je voudrais mettre en perspective ce débat par rapport à l'historique de ce lieu et du forum. Il y a 3 ans, c'était inconcevable d'organiser un débat sur la thématique de l'éventualité du paiement sur le net. Je rappellerai que nous avons eu droit à une conclusion il y a 3 ans péremptoire de M. Attali selon laquelle on allait tous mourir. Je suis ravi de constater... Mais ce serait une réalité. Je suis ravi de constater que pour le moment, en tout cas, une fois de plus, il s'est trompé. Donc ça, c'est ma première remarque. Je suis extrêmement heureux de constater que cette thématique-là, aujourd'hui, a une place et une légitimité. Deuxième élément, je crois qu'il ne faut pas oublier le phénomène de la discipline. Nous avons parlé à propos de la réglementation contre le piratage, du phénomène de la pédagogie. Mais la pédagogie et la discipline sont étroitement liées. Il ne peut pas y avoir de pédagogie sans discipline. Et je rappellerai sur ce point que notre pays est à la fois en avance et qu'il est en partie de cette avance est due au courage des hommes politiques qui ont assumé contre la démagogie de la totalité des parlementaires sur une logique qui était la logique du jeunisme. Deuxièmement. Troisième aspect, je pense que nous avons eu la chance d'avoir le drame de la musique comme exemple. La musique est pénalisée terriblement parce qu'à la fois, elle est facile d'accès et qu'en plus, la bonification par la numérisation est un avantage et non pas un inconvénient. Et donc, il est indispensable de croiser l'ensemble des recettes, de conserver dans le secteur à la fois le spectacle vivant et le spectacle, je dirais, en ligne, par l'intermédiaire des portefeuilles et de la mise à disposition des portefeuilles. Et notre question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être aussi attractif que le gratuit? Le gratuit, c'est facile et c'est gratuit. Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des répertoires avec la même facilité que le gratuit, mais en le faisant payer? Eh bien, on va poser la question à Hartmut. Et puis ensuite, peut-être Jean-Bernard aura un mot à dire. Das Erste, habe ich eben schon ausgeführt und das kann ich nochmal betonen, ist eben die Qualität der Inhalte. Und das Zweite ist, man muss natürlich die Pakete auch so klein schnüren, dass sie dem Kunden auch schmecken und dass er sie häppchenweise auch verarbeiten und bezahlen kann. Also ich denke mal daran, und das war ja auch das Thema Micropayment, dass man es sich viel leichter tut, wenn man einen Inhalt liest und da sagt, der kostet nur 20 Cent, kosten eine SMS beispielsweise, dann tut das nicht so weh, wenn man bezahlt, aber wenn man das dann 5-mal in 10 Minuten macht, dann hilft das dem Content-Anbieter auch. Und da wird es eben Verfahren geben in der Zukunft, die dazu führen, dass letztendlich hier die Bereitschaft zu bezahlen auf der anderen Seite größer wird und die Bereitschaft auch zahlungsmäßig etwas anzubieten auch größer wird. Sie haben eben das Beispiel von der Musikindustrie genannt. Wir haben das natürlich alle erlebt und gemerkt und wir wissen, dass wir das in den anderen Geschäften anders machen müssen bei den Zeitschriften und Zeitungen. Und jetzt gibt es in der ersten Phase des Internet den Webfehler, dass alles frei war. Aber jetzt, in der jetzigen Phase, gerade in diesen Tagen und diesen Monaten, wo das Internet mobil wird und wo es viele neue Geräte gibt, ich habe die Geräte eben aufgeschrieben, WePad, Reader sowieso, Galaxy Reader und so weiter, in dem Moment ist jetzt eine Chance, praktisch eine Hürde einzuziehen. Und ich kann nur sagen, in meiner Beobachtung
haben das die Medienunternehmen jetzt verstanden. Und uns kommt dabei zugute, dass wir gleichzeitig feststellen, dass die Konzentration auf die Medienmarken zunimmt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In den USA ist es so, dass die 10 besten Fernsehshows im klassischen Fernsehen einen Marktanteil von 5% haben. Und es ist aber auch so, dass die 10 besten Fernsehshows im Internet einen Marktanteil von 20% haben. Das heißt, obwohl theoretisch viel mehr Menschen bereit sind, Inhalte ins Netz zu stellen und das auch können, haben wir eine stärkere Konzentration auf die Marken. Und das ist dann auch die Chance für die Medienunternehmen, diesen Zeitpunkt zu nutzen. Und ich könnte Ihnen noch übrigens zu dem Thema auch Beispiele aus dem Buchmarkt zeigen und auch von den E-Books. Es ist wirklich so, online heißt Konzentration und genauso ist es auch, wie Herr Domont heute Morgen gesagt hat, die Nutzung von Internet und Fernsehen, die parallel im Sofa passiert, führt dazu, dass beides davon profitiert. Merci. Jean-Bernard, vous voulez ajouter quelque chose ou... Je voudrais juste aller complètement dans le sens que disait Hartmut et peut-être rajouter quelque chose au-delà de l'expérience technologique et de l'expérience de service. Nous sommes persuadés que le contenu est d'autant plus valorisable, monétisable, qu'il est inséré dans une expérience sociale. C'est-à-dire que écouter un morceau de musique tout seul dans son coin, ça a beaucoup moins de valeur que l'écouter avec des amis dans un stade, qu'aller au cinéma en bande dans un de vos excellents multiplex, ça a plus de valeur que regarder tout seul, et qu'il faut insérer le média dans son interface sociale. Je crois que c'est ce qu'ont compris avant nous un certain nombre de grands sites qui essayent de nous piquer l'audience, hein, il faut bien le dire, et vis-à-vis desquels nous devons de réagir. Pas simplement, il faut le faire, en vérifiant qu'à chaque instant, les contenus sont rémunérés, mais aussi en étant meilleurs qu'eux en ce qui concerne la capacité à rassembler des groupes d'amis, pour résumer, sur une expérience globale. Et puis vous pourrez un jour mettre votre film sur Internet et puis toutes les 10 minutes, vous dites maintenant si tu veux voir la suite, tu payes 10 centimes. Donc People for Cinema, vous voulez Serge Hayat nous dire quelques mots et puis éventuellement poser une question? Oui, alors je voudrais d'abord revenir sur quelques impacts négatifs de tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le numérique, et puis ensuite vous faire partager une expérience pour vous exposer une expérience particulière pour revenir justement sur toutes ces problématiques posées par le numérique. Premier problème qui, moi, me passionne beaucoup, c'est le financement de la création. Le financement de la création, notamment de contenus audiovisuels et cinématographiques, passe le plus souvent par des exclusivités qui sont vendues soit à des diffuseurs, soit à des territoires. Et on a 1 million d'euros de la part d'un diffuseur pour financer un contenu, on fait son contenu. À partir du moment où il y a une fragmentation de l'audience et une fragmentation de la consommation, les choses deviennent très différentes, parce que avoir 1 million d'euros pour financer son contenu avant de le fabriquer, c'est une chose. Espérer avoir 1 million de fois 1 euro a posteriori, c'est tout à fait autre chose, et ça pose donc le problème de savoir qui finance le risque, le portage de ce risque de l'absence d'exclusivité potentielle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui touche à la gratuité et au piratage. Et le troisième point, ce sont les multi-sollicitations des consommateurs qui deviennent de plus en plus difficiles de toucher. Alors à partir de là, nous on a imaginé People for Cinema, c'est une plateforme internet qui propose à des internautes de cofinancer des films. C'est-à-dire qu'on va avoir des internautes, on leur propose des films, on a négocié pour eux avec des distributeurs de films des contrats de rémunération de recettes sur leurs investissements, et on leur propose de payer. Et là, pour le coup, on inverse. Coproducteur, en quelque sorte. Et d'être en sorte coproducteur, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça revient à ça. Et finalement, on inverse la problématique, parce que la fragmentation des financements, on la retrouve, la fragmentation de l'audience, on la retrouve dans la fragmentation de nos financements. Nos internautes sont très heureux de payer, pour le coup. Alors là, on parlait tout à l'heure de déringardiser le paiement. Pour le coup, le paiement est super déringardisé. Et je vous assure que d'un point de vue de la piraterie, ça change tout. Parce qu'au cours d'un dîner, quand quelqu'un a misé 20 euros sur un film ou 50 euros sur un film et qu'il voit ses petits camarades qui l'ont téléchargé, il se fâche tout rouge. Donc, véritablement, c'est un moyen un peu alternatif qu'un moyen purement de sanction, comme on en a parlé ce matin.
Et enfin, cette communauté d'internautes qu'on réunit autour d'un film, elle permet d'assurer une promotion virale inconnue à ce jour sur les films, puisque ce sont directement des investisseurs impliqués dans les films. Donc vous voyez, à petite échelle, on existe depuis un peu moins d'un an, on a levé 1,5 million d'euros quand même en un peu moins d'un an, sur 8 films, des internautes ont gagné de l'argent, et finalement, déjà, et du coup, ça permet un petit peu d'inverser les problématiques des internautes tous pirates qu'on n'arrive pas à toucher, et ça devient des vrais investisseurs de la création, pour le coup. Je vous remercie. J'ai l'impression que vous n'avez pas de questions, donc on va passer à Ignacy Guardans. Si vous voulez bien lui passer le micro. Oui, moi je ferai deux commentaires, deux questions. Premier commentaire reprend un peu un des points qui a présenté là, M. Hayat, en disant qu'on parle ici de contenu comme s'ils étaient tous pareils. Mais je crois qu'il y a une division aujourd'hui essentielle entre deux sortes de contenus sur Internet. Ce sont le contenu dont l'exploitation est territoriale et le contenu dont l'exploitation n'est pas territoriale. Et ça fait une différence énorme. Ça met d'un côté la musique, le cinéma, une partie de la télévision, et de l'autre côté, le journaux, une partie de la télévision et d'autres éléments. C'est tout à fait différent. Et je crois que si on n'arrive pas à solutionner cet élément territorial dans l'exploitation économique, tout à fait, qui empêche vraiment la mise en ligne de contenu même. Quand en Espagne, on a essayé de mettre à disposition à dimension européenne des films espagnols, ça n'allait pas parce qu'évidemment, chaque pays, il y a des distributeurs qui ont les droits, etc. Donc là, il faut absolument concentrer des efforts, même intellectuels, pour essayer de solutionner tout cela, sans en même temps démolir le modèle. Il faut bâtir un nouveau modèle, mais le modèle qui est en place, si on le démolit sans avoir bâti le nouveau modèle, on va détruire l'essence même de l'industrie du cinéma et de l'industrie de la musique. Donc là, il y a quelque chose que je voudrais un peu, on peut le reprendre comme question, jusqu'à quel point, en termes d'accès au contenu, vous le sentez lorsque vous voulez mettre en ligne des contenus. Le deuxième point, c'est quelque chose qui est inspiré par le rapport d'Ernst & Young, que nous avons eu le privilège de lire avant de venir, calmement, parce qu'évidemment, il y a tout ce point que la jouissance de culture en ligne se fait différemment que jusqu'à présent. Ce n'est pas la même chose en ligne, c'est différent. Et la première différence, c'est les réseaux sociaux. Donc Facebook, etc., Bing maintenant chez iTunes, etc. Et alors là, le rapport d'Ernst & Young parle de quelque chose que moi, je n'avais pas connu jusqu'à présent. En fait, je ne connais pas du tout, je n'avais jamais vu, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est une idée théorique ou que ça existe dans les plateformes qui sont en train de monétariser tout cela, qui est d'abord l'idée de monétariser les échanges d'archives. Jusqu'à quel point ça c'est théorique ou c'est vrai que vraiment on pense à la possibilité d'obtenir de l'argent à travers des schémas équivalents aux points de lignes aériennes, miles, trucs pareils, par les échanges d'archives. C'est sur le rapport, moi j'avais jamais entendu ça. Et deuxièmement, c'est quelque chose que oui, je connais, mais je ne sais pas quelle dimension aura et comment vous le voyez, qui est l'argent virtuel. Le Facebook Credits, par exemple. Donc, parce qu'on arrive, vous savez que déjà dans certains pays, il y a déjà des impôts sur le Facebook Credits. Alors, est-ce que nous allons dans un entourage où finalement toute cette monétarisation sera aussi virtuelle? Parce qu'à la limite, ça sera tout un argent qui ne sera pas ni l'argent normal, ça sera un argent qui sera payé en échange des biens et des services entre les mêmes personnes de la communauté. Ça pourrait peut-être résoudre le problème de la dette souveraine si on réussissait à la rendre aussi virtuelle. Vous voulez réagir, Hartmut? Also zum virtuellen Geld kann ich nicht sagen, außer dass ich normalerweise auch mein ganzes Bankengeschäft virtuell abwickle. Ich weiß gar nicht, ob das Geld auch so existiert. Aber das ist jetzt mehr ein Spaß gewesen. Ich glaube, dass es ebenso wie es virtuelle Produkte geben wird, gibt es eben auch neue Formen und ich bin ziemlich sicher, dass man in der Kreativität keine Grenzen hat und wenn man eben in dieser kreativen Gestaltung, und das machen ja auch Medienunternehmen ganz besonders gut, in der kreativen Gestaltung sich etwas Neues entwickelt, dann kann es auch sein, dass man auch mal mit kreativem Geld auf Facebook beispielsweise arbeitet. Noch etwas zum Thema Territoriales und Nicht-Territoriales. Ich glaube nicht, dass wir im Internet etwas erreichen werden, was wir in der realen Welt schon nicht erzielt haben. Also wenn wir versuchen, Produkte, die man auch schon in der klassischen Welt schwierig über verschiedene Territorien verkaufen kann, jetzt deshalb verkaufen will, weil man eben das über die Netze einfacher machen kann, dann glaube ich, dass man da nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Es wird nur dann erfolgreich sein, wenn man das wieder dann so schmackhaft macht,
dass alle Menschen das dann mit Freude und mit Gier und mit gutem Geist lesen werden. Merci. Vincent de Bachelay, vous voulez... alors, c'est Ernst Young aussi, hein, je suis désolé. Hein. Je m'en excuse moi aussi. Oui, oui, il faut vous en excuser, parce que là, c'est une présence dominante. Quelques mots et une question? Oui, alors en fait, Ernst Young est loin d'être dominant dans son secteur. Donc, en fait, ce que je voulais, moi, je suis pas dans, je suis associé de Bruno, mais je ne suis pas dans le même secteur. Je suis plutôt intéressé par les télécoms, et je vais être amené d'ailleurs à apporter peut-être un éclairage tel que moi je le comprends, un éclairage très bref, et poser une question qui s'adressera essentiellement à Jean-Bernard Lévy, sur laquelle, bien entendu, Hartmut Ostrowski pourra également ajouter sa contribution. Et en fait, il y a bien un endroit où la piraterie n'est pas encore ringarde, c'est bien les pays en voie de développement. D'ailleurs, on a montré dans notre étude qu'il y avait un déphasage important dans la volonté de payer dans ces pays émergents par rapport effectivement à l'activité en ligne déjà qui existe et qui est très forte. Alors la question finalement qui se pose, c'est est-ce que la téléphonie mobile, qui va être essentiellement d'ailleurs le vecteur du broadband dans le monde et dans les pays émergents, est-ce que ça fait être quelque chose qui va permettre de faire exploser le micro-paiement? Et je dis bien exploser parce que les possibilités de développement sont acquises, à mon avis. On a, comme l'indiquait l'atelier ce matin, environ 5 milliards de téléphones mobiles dans le monde, c'est-à-dire 4 fois plus que de connexions Internet. Et donc le potentiel fixe, et donc le potentiel est réel, il est bien supérieur à n'importe quel outil de connexion. Et par ailleurs, grâce à la téléphonie mobile, on a pu développer des moyens de micro-paiement et de mobile banking. Alors ces moyens techniques existent, on en a répertorié pas mal d'ailleurs, et il y aura certainement une bagarre industrielle autour de ces moyens de paiement. Mais c'est donc effectivement, le mobile a un double intérêt. Il a un intérêt d'abord parce que c'est un véhicule extraordinaire de contenu et d'application, extrêmement riche, et c'est également un instrument idéal pour la monétisation des dits contenus. Donc la baisse de prix à laquelle on va assister des smartphones, des tablettes, va certainement permettre finalement de développer encore plus la possibilité de payer et d'effectuer des micro-paiements pour des contenus. Encore faut-il que les opérateurs développent, en particulier dans les pays émergents, les réseaux 3G. Alors on va voir l'expérience indienne certainement, ce sera intéressant parce que l'Inde vient d'attribuer les licences 3G ainsi que les licences wireless broadband. L'industrie a consenti un investissement absolument colossal pour le pays, puisque c'est 25 milliards de dollars qui ont été dépensés dans l'ensemble des licences qui couvrent l'ensemble du territoire indien. À ces 25 milliards de dollars vont s'ajouter une quinzaine à une vingtaine de milliards de dollars pour les infrastructures. Et donc il faut voir que l'industrie des télécoms indiennes recouvre cet investissement. Ça veut dire qu'en fait, par ailleurs, l'enjeu essentiel, c'est finalement le transfert de la connectivité vers des contenus paiement, vers des applications, vers des médias. Et la question que je pose, c'est deux questions finalement. Est-ce qu'on va voir exploser les contenus micro-payants, non pas les contenus payants, dans les pays où le consommateur souhaite fortement limiter sa facture de télécom? Et deuxièmement, à quel rythme finalement pourront-on voir les dépenses de connectivité être remplacées par des contenus et des applications? Jean-Bernard? Oui, vaste sujet. Je crois que vous avez très bien analysé la situation. Je crois que la téléphonie mobile, ou d'une certaine façon les réseaux de télécom, jouent un rôle de structuration de l'économie et de la société qui est très différent d'une zone du monde à l'autre. Un petit bémol, je pense que la Corée, on la mettrait aujourd'hui plutôt dans les pays développés que dans les pays en développement. D'ailleurs, je pense qu'en termes de réseau à fibre optique, elle est numéro 1 dans le monde. Et en 4G aussi. Voilà, et en 4G, encore que le 4G, on peut en reparler. Je crois que pour l'instant, c'est un petit peu balbutiant. Mais je crois qu'effectivement,
le rôle structurant est fondamentalement différent. Il y a des pays d'Afrique où la simple capacité à communiquer, l'immédiateté de la communication joue un rôle structurant pour la formation des prix agricoles, pour les communications entre les familles et petit à petit aussi pour les échanges, les transferts tout simplement d'argent. Et tous les opérateurs, c'est notre cas, mais c'est le cas aussi de nos confrères, ont mis en place des solutions qui permettent finalement de faire jouer un rôle majeur dans l'accès très rapide de populations terriblement déshéritées, terriblement éloignées des grands pôles économiques mondiaux. Tout d'un coup, ils ont un accès immédiat au monde entier. Alors, ils n'ont pas la possibilité d'appeler pendant des heures les destinations les plus lointaines, mais avec un simple SMS, un appel très rapide, extrêmement bref, ils ont déjà conquis récupéré une grande partie des siècles, on peut le dire, de retard qu'ils avaient sur des endroits qui sont plus développés. À l'inverse, il y a un certain nombre de pays développés dans lesquels aujourd'hui le mobile devient l'accès à l'Internet. Il faut quand même voir que la facilité et le confort d'accès à l'Internet est encore nettement supérieur. Je crois qu'il va le rester pour longtemps sur des réseaux fixes à ce qu'il est sur des réseaux mobiles. Je crois qu'il y a peu de gens autour de la salle, dans la salle par exemple ici, qui diraient moi je me satisfais de mon accès Internet par le mobile 3G et je n'ai pas d'accès Internet à la maison. Non, c'est plus confortable, c'est plus rapide. Et d'ailleurs, nous allons tout faire, nous, pour des raisons de rareté du spectre, par exemple chez SFR en France, pour rapatrier un maximum de trafic, parce que beaucoup de gens consultent leur mobile à la maison ou dans l'entreprise, et pour rapatrier un maximum de trafic sur les réseaux fixes. Donc je crois que oui, le mobile est totalement structurant. Il est notamment dans le domaine financier, le micro-paiement, mais aussi la bancarisation, les transferts d'argent les plus simples, y compris d'un pays à l'autre. Avec Maroc Télécom, nous travaillons avec la Belgique, avec la France, pour que les très importantes communautés marocaines qui sont présentes en France et en Belgique puissent rapatrier plus facilement de l'argent vers leurs familles qui sont restées au Maroc. Donc il y a tous ces aspects-là. Et puis dans les pays développés, oui, le mobile joue un rôle important. Je crois qu'il ne faut pas négliger quand même les infrastructures fixes, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande de qualité d'image. On n'a pas parlé de l'évolution de l'image vers la HD, vers la 3D, mais il y a une demande de qualité d'image qui me paraît absolument extraordinaire et qui va justifier les investissements importants qu'on fait dans les réseaux fixes. Je sais que vous auriez souhaité avoir un droit de suite, vous l'aurez peut-être tout à l'heure, mais je voudrais maintenant qu'on puisse faire intervenir la salle, si vous voulez bien. Et donc, Laurent, pardon pour tout à l'heure. Non. Écoute, de toute façon, tu ne m'as pas fait partager ton château d'assaut, donc c'est assez normal. J'en avais pas assez. Ah oui, mais tant pis, donc tu attends. Hein. Bon, tu as la parole. Bien. Et tu voulais réagir sur le Figaro. Oui, comme vous le savez, le Figaro fait partie de notre groupe depuis maintenant 5 ans. Et alors j'ai entendu les conseils, Ernst & Young, vous êtes des conseillers formidables, mais vous n'êtes pas des acteurs. Alors croyez-moi, ce qui se passe en Inde, on s'en fout un peu, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de vendre le Figaro le plus possible et d'avoir le plus de publicité. Alors il y a un phénomène qui est très important, il faut être plus optimiste que vous n'êtes. Aujourd'hui, nous avons le contenu, nous avons une marque formidable, nous avons 6 millions de visiteurs uniques par mois. Nous avons l'apparition de la tablette. C'est quelque chose d'inouï, la tablette. C'est quelque chose qui nous permet d'augmenter notre téléchargement. En septembre, nous avons 60 000 personnes qui ont téléchargé le Figaro grâce à la tablette. C'est une révolution dans la presse et c'est un optimisme formidable que je voulais vous faire partager. Mais pour ça, il faut avoir le contenu. Vous avez raison. Nous avons donc 6 supports, vous les connaissez tous, et nous avons développé des sites qui ont compensé la perte que nous avions sur les annonces emploi et immobilières sur le papier grâce à Dun Classify et grâce à une équipe formidable que Francis Morel connaît bien, qui est notre rédacteur en chef, qui devrait être là d'ailleurs dans la salle. Bon. Alors, soyez plus optimistes, soyez plus confiants. Alors, nous avons un problème que vous n'avez pas évoqué, qui est un problème important. C'est le problème des équipes. Vous ne mélangez pas une équipe qui travaille sur le papier et une équipe qui travaille sur le numérique. Et si vous n'arrivez pas à faire cette fusion, ce que nous avons commencé à réussir, eh bien, il se passe ce qui s'est passé à la Tribune avec Next Radio, et à ce moment-là, on est obligé de se séparer de son support papier.
Donc le point le plus important, c'est la fusion des équipes. Mais cette révolution à laquelle nous assistons, vous avez une tablette aujourd'hui qui est Apple. Vous avez 4 tablettes qui vont sortir à la fin de l'année, qui seront moins chères, qui seront plus minces. Vous avez Samsung, vous avez SIM, BlackBerry, vous les connaissez toutes. Et le prix va baisser. Et ça va augmenter encore les lecteurs de la presse papier. Et ça va sauver la presse papier. Merci Laurent. Et je crois que tu as raison de faire le point, peut-être de manière un peu excessive, mais c'est naturel, la passion n'a pas de limite. Je crois que le point le plus important, si je peux me permettre, du point de vue de l'extérieur, c'est que le Figaro a su faire une révolution numérique incroyable. Peut-être parce que le journal était très en retard sur son site et qu'il était beaucoup plus facile ensuite de faire cette transformation. Et la transformation a été absolument remarquable. Et ce à quoi on a droit aujourd'hui, que ce soit sur la tablette ou que ce soit sur les autres moyens, c'est assez impressionnant. Je voudrais me tourner vers le ministre de la Culture marocain, qui est ici présent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Maroc Télécom est un peu présent ici, il me semble. D'autre part, on a pas mal évoqué depuis tout à l'heure les développements qui peuvent se passer à partir de la téléphonie mobile et du transport de données et de données culturelles, du micro-paiement. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce qui a été dit jusqu'à présent, et est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment est-ce que les choses se présentent actuellement au Maroc sur ce plan-là? Écoutez, Monsieur le Président, vous me posez une question un peu technique, mais tout ce que je peux dire depuis ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est que, voilà, tout simplement, la culture pour chacun et le pouvoir d'achat pour tous, hein, c'est-à-dire le pouvoir d'accès à la culture dans toute sa diversité, dans tout ce qu'elle peut apporter quant à l'épanouissement de la personne. Mais quand il y a de telles disparités au sein même de la même société, même en France ou ailleurs, n'est-ce pas? Eh ben, on est réduit à des gens qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'accéder à la culture, et d'autres qui sont réduits à être des lèches, comme on les appelait, des lèches écrans, n'est-ce pas? Mais je dirais tout simplement un petit mot concernant la gratuité, n'est-ce pas? Ça me paraît intéressant. Et aussi la gratuité, ben, il ne faut plus parler maintenant de gratuité, il me semble, il faut en finir. Les jeunes profitent de cartes de réduction pour le cinéma, pour le théâtre, etc. Et on connaît la malheureuse expérience des journaux qu'on distribuait gratuitement, ça n'a pas fait long feu. Et par conséquent, il me semble qu'une question comme ça, il n'est plus d'actualité. Et moi, je terminerai à mon tour par poser une seule question que peut-être j'aurai l'occasion de poser aux étudiants tout à l'heure. Il faut faire une enquête de terrain pour voir les populations de jeunes qui sont encore accrochés aux livres en papier et qui pensent que vraiment le livre en papier est indépassable, que c'est un passage obligé pour l'acquisition de la culture. Et ceux qui pensent que la source maintenant majeure, c'est l'Internet, c'est le téléchargement, etc. Et voir justement laquelle de ces deux populations est la plus cultivée, hein, et par conséquent la plus créative aussi. C'est-à-dire il y a une population de jeunes qui arrivent à acquérir de la culture, à assimiler, à intérioriser, mais aussi à produire. Voilà une question qui me semble peut-être intéressante d'être posée. Merci. Elle me paraît plus qu'intéressante. Si vous voulez bien, on va la compléter par la question d'Alain Coux pour justement parler du livre de manière plus complète, si vous voulez bien. Et comme ça, vous aurez la possibilité tous deux de répondre. Oui, mais c'était une question pour Hermod, parce que dans son exposé,
Il a surtout évoqué les activités de Bertelsmann liées à la publicité. Mais bon, Bertelsmann est le premier éditeur, un des premiers éditeurs de livres au monde, avec Random House, et j'aurais bien aimé avoir son avis. Je dirais également sur le numérique face au livre, qui lui n'est absolument pas soumis au problème de la publicité. Il a évoqué le livre, mais enfin je vais lui donner la parole maintenant pour répondre aussi bien au ministre qu'à Alain Cook, si vous voulez bien. Ja. Vielleicht die erste Frage, was man tun kann, damit die Menschen zum Lesen kommen. Ich darf vielleicht auch darauf hinweisen, dass jemand, der im Internet sich zurechtfinden will, auch lesen können muss. Und deshalb wird es auch in Zukunft ganz wichtig sein, dass wir die Menschen zum Lesen bringen. Und als Medienunternehmen wie das Haus Bertelsmann beispielsweise gibt es immer wieder Aktivitäten der Leseförderung und in allen Ländern. Und Bertelsmann ist ja dadurch groß geworden, dass wir die Buchclub-Idee, nämlich das Buch zum Leser gebracht haben, eine andere Vertriebsform gemacht haben. Und ich denke, dass wir als Medienhäuser auch investieren müssen in Zukunft, um die Kultur der Menschen aufrechtzuerhalten. Das ist das, was wir machen werden. Wenn man jetzt zum Thema E-Books kommt, dann möchte ich eine Frage so beantworten, dass ich auch das ebenso wie die anderen Produkte als große Chance sehe. Ich darf darauf hinweisen, dass gerade durch die Lehren in der Musikindustrie, die Verlagsindustrie jetzt gewohnt ist und vorbereitet ist, seine Produkte nicht zu verschenken. Und es ist interessanterweise so, dass jeder, der ein digitales Buch runterlädt, downlädt, der weiß, dass er das bezahlen muss. Jetzt gibt es nun die Frage, wie teuer soll das digitale Buch sein und wer bekommt wie viel vom Geschäft ab. Das mit dem Preis hat sich jetzt so etabliert, dass etwa 15% bis 20% Preisunterschied zwischen dem digitalen und dem analogen Buch sind, wobei man sagen muss, dass in den Staaten, wo es keine Buchpreisbindung gibt, in Frankreich und in Deutschland gibt es Buchpreisbindung, aber in den USA und in England beispielsweise nicht. In den Staaten, wo es keine Buchpreisbindung ist, wird das physische Buch häufig als Loss Leader genommen, um die Leute in den Handel zu ziehen. Und dann ist natürlich das ganze System durcheinander. Aber ich gehe davon aus, dass wenn die Preise so sind, wie sie in Deutschland und sich in Frankreich bestätigen werden, etwa 10 bis 15% unter dem normalen, dann wird man auch als Verlag gut leben können und als Buchkäufer auch angeregt sein, diese Bücher auch online zu kaufen. Und jetzt kommt das große Spiel, es kommen natürlich neue Händler da rein. Google mit dem iBooks Store beispielsweise, Amazon, der nicht nur als Internethändler jetzt analog verkauft, sondern auch digital verkauft. Die Autoren fangen an und sagen, es ist doch viel einfacher für den Verlag, vielleicht können wir unsere Bücher selbst verlegen. Und jetzt muss eben jeder dieser Spieler, der Autoren und der Verlage und der Händler letztendlich seine Position finden. Und unser Weg ist der, dass wir Partnerschaft suchen, Partnerschaft zu unseren Autoren, mit denen wir lange erfolgreich zusammen agieren und auch Partnerschaft zum Handel. Und ich denke, dass man aus diesem Konstrukt eine Win-Win-Situation für alle machen kann. Die Frage ist nur, wie lange das dauern wird. Und auch da ist es so, in Amerika haben wir jetzt eine Quote von E-Books bei etwa 8%. Übrigens bei den Bestsellern von über 20%, aber etwa 8% über die ganze Liste. Und wir sind in Deutschland bei 3 bis 4% und in Frankreich fängt Amazon, wenn ich das richtig gelesen habe, in den Zeitungen eigentlich erst im Januar an. Und insofern wird das sich in den unterschiedlichen europäischen Ländern unterschiedlich entwickeln. Merci Hartmut. Nous avons une question ici, si vous voulez vous présenter et puis faire votre commentaire. Et si c'est un commentaire, vous posez votre question. Je vous remercie. On a beaucoup parlé du Maroc, alors j'en profite puisque je suis du Maroc, de Casablanca plus spécifiquement, Moustapha Mellouk. J'ai travaillé pendant de longues années dans la télévision, une télévision privée cryptée qui avec le temps s'est transformée en chaîne publique et en clair, du fait du piratage. Voilà une expérience importante à prendre en compte. Nous avons travaillé sur le satellite, chaîne satellitaire. L'accès à la publicité sur le satellite est très difficile parce qu'il n'y a pas de mesure d'audience, donc par conséquent très difficile, je dirais, d'accompagner. Et puis on a observé pendant de longues années qu'on avait oublié que les téléspectateurs étaient devenus des téléspectateurs mondiaux, très exigeants. Et par conséquent, les opérateurs qui sont là, Bertelsmann ou Vivendi, ont mis beaucoup de temps avant d'accéder à des marchés qui, eux, avaient déjà évolué.
la conséquence, c'est que l'accès au bouquet de Canal est aujourd'hui disponible un peu partout, grâce à des boîtes comme la Dreambox, qui permet d'accéder à l'ensemble des contenus. Et là encore, une autre problématique qui pose le phénomène de la monétisation, qui pose encore le phénomène de la création, parce que non seulement ça détruit de la valeur chez Canal ou Bertelsmann, mais ça détruit aussi tous ceux qui sont dans la création et dans le contenu dans l'ensemble des pays. Alors, je pense qu'à un moment donné, le marché étant global, il faut l'approcher, et on se rend même compte que les opérateurs, y compris les intervenants publics, sont dépassés eux-mêmes par le fait que les publics sont allés beaucoup plus loin. Les publics sont allés très loin dans la consommation, là où les opérateurs publics, je pense des ministères, je pense au système bancaire, à la bancarisation, aux modalités de paiement, à l'informatisation, ne sont pas encore prêts et sont en train de rattraper ce retard. Alors, la question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un marché très fort, il y a une discussion très très large qui s'installe. Je pense que les rapports avec l'ensemble des pays du Maghreb ne doivent plus se limiter à des discussions sur les échanges sur l'agriculture, sur la pêche et sur la tomate. Je pense qu'il est aujourd'hui temps de raisonner en termes de contenu, en termes de culture, en termes d'échanges, et bien au-delà. Je pense qu'il y a des considérations qui sont des considérations liées à la stabilité de la zone et au développement économique de l'ensemble de ces pays. Merci. Merci à vous. Qui veut répondre, Jean-Bernard? D'autant plus qu'il y a une plus un box commentaire qui semble-t-il... Oui, il y a une Dreambox qui est la dernière invention des petits malins pour suivre quasiment en temps réel le système de cryptage et essayer par des algorithmes de le décrypter à l'instant. Ce qui pose évidemment des problèmes, je dirais, de piraterie en direct et de territorialité aussi, bien sûr, puisque ce genre de situation ne se rencontre pas dans tous les pays, compte tenu aussi de l'effort que font certaines autorités publiques pour combattre la piraterie par du matériel de cette nature, ou bien dans d'autres pays ne le font pas. Il est clair qu'au Maghreb, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Pour élargir le débat, peut-être sur un plan plus politique, je crois que oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas simplement pas parler de quotas de pêche ou d'accords douaniers. Il faut aussi parler de la culture qui nous rassemble. Et de ce point de vue-là, je crois que nous sommes tout à fait conscients chez Vivendi, à la fois parce que Canal+ a de l'audience, et malheureusement une petite partie d'entre elles paye, mais il y en a une partie qui paye. Le groupe Canal+ a de l'audience dans les pays d'Afrique du Nord, et puis parce que Vivendi est évidemment très investi au Maroc, nous sommes aussi conscients du fait que nous avons à agir pour la cohésion culturelle et sociétale entre les deux rives de la Méditerranée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons des programmes d'action dans lesquels je pourrais éventuellement vous indiquer après la réunion. You want to add something? Non. Alors, nous allons passer la parole. Je crois que vous avez pris un micro. Si vous voulez vous présenter. Christian Schubert, je suis journaliste, je travaille pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine à Paris. Seulement un petit mot sur la réalité dans les rédactions depuis des années. On coupe dans les dépenses. Depuis longtemps maintenant, on réduit les effectifs, et c'est ce qui est inquiétant. Les jeunes, ils s'orientent ailleurs. Ils pensent qu'il n'y a plus un avenir dans le journalisme. Et seulement pour dire, le journalisme a un coût. On nous demande de créer des contenus uniques. Mais seulement pour donner un exemple, alors, le journalisme investigatif, ça veut dire on travaille pendant des semaines et après on sort un article, alors c'est cher. Ou autre exemple, la New York Times, pour maintenir un bureau à Bagdad, ça coûte plus que 3 millions de dollars par an. Et ce ne sont pas les blogueurs qui font des articles sur l'Irak. Alors la question est, est-ce que les entreprises médias, est-ce qu'ils sont prêtes de financer un bon journalisme et des contenus uniques? Merci. Merci. Donc, Armand, vous avez compris que la question de votre collègue allemand, qui aurait pu la poser en allemand d'ailleurs, est de savoir si vous êtes prêt à financer enfin un bon journalisme par opposition au mauvais journalisme qui, lui, ne coûte pas. Ja, es ist in der Tat so, dass wir Medienunternehmen auch für Dinge stehen, die für uns alle hier in Frankreich und in Deutschland vielleicht selbstverständlich sind, nämlich die Pressefreiheit, aber die
in anderen Ländern eben nicht vorhanden sind. Ich darf bei der Gelegenheit erwähnen, dass ungefähr 2/3 der Weltbevölkerung in Staaten lebt, die nicht, wo man nicht so frei berichten kann, wie wir das hier in Westeuropa gewöhnt sind. Und deswegen ist es für die Medienunternehmen von ganz eminenter Bedeutung, dass das Thema Pressefreiheit und Qualität der Berichterstattung aufrechterhalten wird. Und das ist etwas, woran wir nicht rütteln werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Digitalisierung, ich habe das vorhin schon gesagt, natürlich auch die Arbeitsprozesse verkürzt, vereinfacht. Dass es vielleicht im Journalismus Möglichkeiten gibt, auch etwas effizienter zu gestalten, die Digitalisierung dazu zu nutzen, um Artikel zu scheren, sicherlich auch Vereinbarungen zu treffen. Wenn Sie das Beispiel des Büros in Bagdad aufführen, da gibt es auch Möglichkeiten in Zukunft Kooperationen zu machen, wie es beispielsweise Automobilfirmen auch machen, wenn sie Motorenbau beispielsweise scheren. Das ist alles etwas, was in der Medienindustrie neu ist. Und das ist auch so, dass die Journalisten das in der Regel nicht so gerne hören, aber wir machen da etwas, ziehen da etwas nach, was in anderen Branchen schon üblich geworden ist, und das sicherzustellen ist unsere Aufgabe. Und ich kann Ihnen sagen, und das stimmt mich eben zuversichtlich, das funktioniert. Wenn man das gut und effizient macht, dann funktioniert das, dann werden die Produkte preiswerter, sie werden in der Erstellung preiswerter und sie werden besser für den Kunden. Und ich kann Ihnen das am Beispiel von Fußballergebnissen deutlich machen. Als ich vor einigen Jahren immer morgens meine Zeitung aufgeschlagen habe, hatte ich immer die Spiele der Champions League nicht drin, weil die Prozesserstellung in der Zeitung war analog. Heute habe ich morgens die Ergebnisse der Champions League. Das heißt, das Produkt ist besser geworden, es ist schneller geworden, es ist einzigartiger geworden, ich brauche nicht mehr ins Internet gucken und ich muss nur die Bereitschaft haben, mich mit diesen Prozessen auseinanderzusetzen. Und wenn ich diese Bereitschaft zeige und wenn ich aufgeschlossen bin für diese neuen Formen der Medienerstellung, dann werde ich auch gute Medien erstellen und dann werden auch diese Medien ihren Platz haben. Und interessanterweise ist häufig in Diskussionen mit Journalisten, die auch betroffen sind von diesen Kürzungen, wie Sie eben gesagt haben, Herr Schubert, ist natürlich diejenigen, die diese Diskussionen am wenigsten verstehen. Und deswegen lasse ich keine Gelegenheit unversucht, Sie alle Journalisten davon zu überzeugen, dass es weitergehen muss, das Geschäft. Merci. Nous, les Français, on n'était pas pressés d'avoir les résultats du foot en Afrique du Sud. Donc, on ne comprend pas très bien ce à quoi vous faites allusion. Je crois que vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir un dialogue directement. Hein. Je vous laisse le soin de le poursuivre. Nous avons une question, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Bertrand Pécry, directeur du World Editors Forum, l'association mondiale des rédacteurs en chef. La question est la suivante. Apparemment, il y a un consensus sur les paywalls, sur le retour du payant. Donc, il y a 2 ans, c'était le contraire. Tout d'un coup, on pense que les médias, les groupes médias vont se sauver par le micro-paiement ou tout autre système de paiement. Mais au Moyen-Âge, on disait la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et je pense que c'est exactement la même chose. Des grandes marques, aujourd'hui, vont établir comme News Corp des murs payants. Mais il y aura toujours des petits, pure players, vraiment des petits, des rues 89 qui vont se créer et qui vont, eux, des Huffington Post, qui, eux, vont créer des contenus. Comment est-ce que des grandes marques peuvent croire que leurs contenus ne vont pas être détournés? Et je prendrai juste un exemple. C'était Rajuna Rizetti, le directeur adjoint du Washington Post, qui disait « Mais on publie un article dans le Washington Post, on a 10 commentaires. Le même article est commenté sur le Huffington Post 1000 fois. Et que donc il y a un savoir-faire des pure players que n'ont pas encore les grandes marques. » Bon, il y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus, ce n'est pas mon rôle, mais j'adorerais. Hartmut, do you want to... Ja, es ist sicherlich der Fall und es gibt halt viele Menschen, die Beiträge machen im Internet und die Beiträge leisten und die bloggen und die irgendwelche Videos hochladen, aber man muss auch wirklich gucken, welche Relevanz die erzeugen. Und da ist es eben so, dass die Relevanz und auch übrigens die Wertschöpfung in den Medien doch häufig von den Marken gemacht wird. Und natürlich gibt es immer positive Beispiele, es gibt auch immer Einzelne, die sich durchsetzen und die gegen die Großen dann auf einmal erfolgreich ihre eigenen Geschäfte machen. Und das ist auch gut so, dass es das gibt.
Aber im Gänze glaube ich an die Zukunft der starken und der strahlenden Marken. Und die müssen sich, und das wiederhole ich hier nochmal meine These, natürlich auf die neue Welt einstellen. Oui, je n'aurais pas imaginé une seconde que vous puissiez dire que vous ne croyez pas dans l'avenir des grands et des forts. Parce que je peux se poser la question de savoir de ce qu'allait devenir Bertelsmann. Francis Morel qui a déjà été cité, est là, donc il a demandé à prendre la parole. S'il vous plaît, Francis. Oui, merci Maurice. Francis Morel, directeur général du Figaro. Je voudrais répondre à Bertrand Pécry parce que je suis en désaccord tout complet avec ce que vous venez de dire. Je pense que l'utilisation d'Internet, les grandes marques, en tout cas en France, ont fait la démonstration qu'elles savaient parfaitement le faire. Que ce soit le Figaro, Le Monde ou l'Équipe, de très loin, les sites les plus regardés sont les sites de quotidien, de très loin, et les sites des pure players sont très loin derrière. Mais je crois que, pour revenir également sur ce qu'il disait tout à l'heure le journaliste allemand, la vraie question qui est derrière, c'est que oui, on sait mettre des contenus, oui, on sait avoir des sites qui sont attrayants. Le vrai problème, on en a peu parlé ici, on a beaucoup parlé du payant et du gratuit par rapport aux livres, il se pose aussi sur la presse, parce qu'aujourd'hui, on réussit très bien des sites qui sont regardés gratuitement. Il va falloir passer au payant. On voit bien la difficulté qu'il y a, et c'est pour ça que j'étais intéressé par les exposés de tout à l'heure, on voit bien la difficulté qu'il y a à pousser nos lecteurs qui ont été habitués à du gratuit à accepter de payer. Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie réponse là-dessus. Par contre, l'utilisation, la fréquentation de nos sites par les lecteurs, je crois qu'on a démontré qu'effectivement en France, on savait très bien le faire. Oui, il y a la force de la marque qui joue un rôle essentiel, mais c'est vrai aussi, il faut bien le reconnaître, que la création de réseaux, la relation qui peut exister quand on est, je ne qualifierais pas de pure player, je parlerais plutôt de outsider, parce que la manière d'approcher les choses est très différente. Ça crée des relations qui sont extrêmement fortes, assez uniques et qui passent par le buzz. J'ai une question pour l'un des rares qui soit venu dans la bonne tenue appropriée. Si vous voulez bien vous présenter. Frère Merci. Samuel, je vous poserai une question philosophique. En croisant ce qui a été dit ce matin et ce que j'entends cet après-midi. Ce matin, ce qui m'a marqué, c'est le développement du pouvoir du numérique et le fait qu'il est irréversible. Cette croissance du pouvoir numérique est irréversible et vous nous expliquez cet après-midi comment est-ce que le numérique est aussi quelque chose qui est un défi économique et que votre travail est précisément de vous lancer, j'allais dire, dans la singularisation de la manière de vous pencher vers le consommateur de manière telle que la proposition que vous lui faites soit adaptée à ses attentes. Et donc j'entends la diminution de la distance entre l'individu et l'outil numérique, la diminution de la distance entre l'individu et la proposition de consommation qui lui est faite. Du coup, ma question, elle porte sur la culture. Comment permettre que la culture, qui implique essentiellement la prise de distance, la remise en cause, la distance par rapport à l'outil, la distance par rapport à l'instrumentalisation économique inévitable et la distance par rapport à toute forme d'instrumentalisation par les outils de pouvoir. Comment est-ce que le contenu peut demeurer culturel, pas simplement dans le titre qu'on lui donne, mais dans la manière dont il est utilisé? Je peux consommer du Beethoven ou consommer du Van Gogh exactement comme je consomme du yaourt. Le titre du produit s'appelle culturel. Je ne le pratique pas de manière culturelle. Donc comment est-ce que, là où vous êtes, vous développez les antidotes aux effets secondaires déviants que l'usage intensif du numérique et que l'usage intensif du marketing, de l'usage des contenus que vous proposez, de telle manière que voilà, il puisse émerger réellement une culture qui utilise le numérique et qui ne soit pas simplement une culture du numérique. Bien, bien. Vous voyez, vous êtes taillé un magnifique succès, comme vous le voyez. Et donc maintenant, nous avons deux invités qui vont avoir beaucoup de mal et qui vont ramer pour répondre à votre question difficile. Jean-Bernard. Votre question m'amène à vous dire, c'est des sujets qui me paraissent très importants. Il y a une réponse
Un premier niveau de réponse que je voudrais vous faire, qui complète un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que l'accès au contenu, à la culture, je ne sais pas définir moi ce qu'est la culture, hein, je vais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas l'accès à quelque chose qui va me donner du plaisir, de la réflexion, du divertissement et peut-être avec un peu de recul un fond culturel qui fait partie de moi-même. Cet accès, il est d'autant plus prégnant, il est d'autant plus important qu'il répond non seulement directement à une information, mais qu'il fait partie d'un service, et je dirais même qu'il est éditorialisé. C'est-à-dire qu'il est mis dans un contexte, et d'une certaine façon, le mot éditorialisation, il est assez proche du mot marketing, mais qu'il répond quand même à un besoin. Parce que si je m'adresse à quelqu'un avec un contenu qui lui est présenté d'une façon qui ne répond pas à son besoin, c'est comme si je n'avais pas communiqué avec lui. Donc je pense qu'il y a la notion de service, il y a aussi la notion d'éditorialisation. Deuxièmement, et également par rapport à ce qui vient d'être dit par les interlocuteurs précédents, les intervenants précédents, qui sont dans le monde de la presse, je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui est pour moi très très important, et qui est vrai dans la presse, mais d'une façon générale dans tous les médias, y compris des médias plus de divertissement comme la musique, le jeu vidéo, le cinéma, c'est la confiance. Je crois qu'un contenu, il a d'autant plus de valeur, un média, il est d'autant plus facile à monétiser qu'il est proposé par un tiers de confiance. C'est-à-dire si je lis une information sur le site du Figaro, je vais avoir plus envie de la croire que si je la lis sur un site qui n'a pas de marque et pour lequel il n'est pas important de me donner une information qui est exacte, qui est vérifiée, avec laquelle je pouvais pouvoir aller avec confiance. En ce qui concerne l'aspect culturel, je crois qu'il y a des points communs. Je crois qu'il y a de la même façon, si je consomme du Van Gogh sur Internet, il faut que j'ai confiance sur le fait que je suis en train de m'informer de prendre du plaisir à aller vers l'un des peintres majeurs de l'histoire et non pas peut-être vers des faux Van Gogh que peut-être je vais malgré tout, parce que quelqu'un m'aura trompé, aller voir sur Internet ou dans un musée, parce qu'il y a, je crois, des milliers de faux Van Gogh dans les musées. Peut-être pas des milliers, mais des dizaines. Donc, ce qui me paraît important, c'est d'essayer de faire en sorte que notre civilisation, qui est une civilisation de l'immédiateté, vous parliez de la réflexion, moi j'ajouterais volontiers la confiance. Je ne voudrais pas vous faire une réponse trop facile qui serait d'opposer la culture de masse, la culture populaire dont nous sommes un peu les représentants, à ce que vous donniez l'impression d'être plutôt la recherche d'une culture un peu élitiste dans laquelle il y aurait la bonne et la mauvaise. Moi, je crois qu'il y a une continuité dans les expériences culturelles des gens. C'est aussi notre rôle de ne pas oublier, et nous avons pour ça aussi des programmes d'action, de jouer notre partition sur la diversité culturelle, sur l'accès à tous à des cultures qui sont plus exigeantes que les cultures les plus faciles. Mais je crois que d'une façon générale, je dirais, pour résumer, moi je ne suis pas de ceux qui vont opposer la culture de masse et la culture populaire à ce que vous laissiez entendre sur le fait que nous empêcherions l'accès à une culture de plus grande qualité. Hartmut, would you like to complete? Ja, eine Ergänzung noch. Medien, und das ist mir wichtig an dieser Stelle zu betonen, egal ob sie im analogen Bereich oder im digitalen Bereich gemacht werden, Medien werden von Menschen gemacht. Und alle Produkte, die wir in den Medien sehen, ob das Fernsehshows, ob das Politik-Magazine, ob das Romane sind, ob das Fiction- oder Non-Fictional Books sind, Bücher sind, immer stehen Menschen dahinter, die diese Produkte machen. Und das muss man einfach auch wissen. Und weil diese Menschen so unterschiedlich sind, werden die Produkte so unterschiedlich. Und jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass auch die Konsumenten Menschen sind. Und der eine schaut halt lieber eine Fernsehshow und der andere konsumiert eine Oper. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich in einem Unternehmen arbeiten kann, welches sich als Aufgabe gemacht hat, alle Menschen glücklich zu machen. Merci. Nous allons avoir la toute dernière question dans une minute. Moi, j'aimerais ajouter ma petite pierre à l'édifice de la réponse. Je crois qu'en fait, le numérique, c'est une technologie, ce sont des tuyaux et des moyens
qui sont là pour faire ce que tout le monde essaye de faire et le réussir plus ou moins bien, qui est la démocratisation des biens. Que ce soit des biens culturels ou que ce soit des biens de consommation autres. Et que mettre à la portée des gens, quel que soit l'usage qu'ils en fassent, la connaissance, le savoir, et même s'ils ne savent pas très bien s'en servir, et s'ils consomment Kant comme du yaourt, c'est pas très grave. C'est déjà bien qu'ils fassent l'effort d'aller consommer Kant. Et je trouve que c'est même assez formidable. Et donc je trouve personnellement que le fait de mettre la culture à la portée de tous, même si de manière assez maladroite, ils n'en font pas le meilleur usage, je trouve que ceux qui font cet effort-là méritent notre reconnaissance. Et nous avons la toute dernière question. Je vous demanderai de vous présenter, de vouloir bien être assez bref. Et ensuite, nous conclurons cette session. My name is Bernd Fesel. I'm director of the Institute for Creative Economy based in Germany. I have 2 points. One is practical, one is theoretically. We are talking about how the user might be initiated to pay. But the user is not at the table. Using digital media, you could have a Twitter wall and could have 1,000 answers right now live in this room. So maybe next time, if you make this format of discussion, just use the whole potential. The second point would be theoretically. We talked about the user this morning already by listening to Bernhard Stiegler. And he described the consumer of today as an active person, not just, he branded it consumerism. Now, he talked about activity as a motivation to be in the internet. Maybe activity is a motivation to pay also. So maybe even if people are producers, they might be willing to pay to have the option to be producers in the internet. Your point so far for initiating payment was quality and exclusivity, which are the guidelines, to make a good railroad system. You need access points and good service. But today people are kind of interested to produce this railroad they are using. So maybe you should think about if an audience would pay to write a book together with another famous book writer, just as the idea of Sergei for Cinema for People, involve people in production and understand internet activity not only as a means of communication back, but as a production line. Maybe this would be a third topic, so people start paying. Merci beaucoup. Je trouve que, as we say, great questions and great remarks. And I think that we should learn from that, at least regarding next year on Twitter. Qui veut réagir là? Je pense que Hartmut, c'est un peu pour vous. Hein? Ich meine, das, was Sie gesagt haben, bestätigt exakt das, was wir hier seit gut einer Stunde diskutieren. Es ist in der Tat so, dass durch die vielfältigen Möglichkeiten, die das Internet bietet, auch viele neue Spieler eintreten. Und diese Spieler müssen nicht immer gleich Google oder Apple sein, sondern sind auch eben Einzelpersonen, die eine Idee haben, die kreativ sind und die diese Kreativität ins Netz stellen. Und wir haben eine Reihe von unseren Inhalten heute, die wir auf diese Art und Weise entdecken, die wir dann weiterentwickeln und die wir dann zu auch großen Erfolgen führen. Aber eins kann man dabei nicht erwarten. Man kann nicht erwarten, dass jeder, der auch nur einen kleinen Inhalt ins Netz stellt, gleich dass jedem, der das macht, dass diesem gleich der große Durchbruch gelingt. Und deswegen wird es auch dort darauf ankommen, etwas Besonderes zu machen, etwas Einzigartiges zu machen. Merci Hartmut. Un dernier mot, Jean-Bernard? Simplement pour dire que, pour revenir aussi sur ce que disait monsieur, peut-être à titre de conclusion, c'est vrai que nous avons et vous le disiez aussi Maurice, nous avons des outils formidables à nous d'en faire le meilleur usage. Je voudrais simplement dire en concluant, et aussi parce que je n'ai pas réagi directement à ce qui avait été dit par le journaliste, nous ne nous en sortirons pas tous ensemble si nous n'investissons pas. Nous ne pouvons pas simplement attendre que le miracle arrive et que le consommateur se rallie
à ce que nous aurons prévu pour lui. Nous devons investir dans les contenus et nous devons investir dans la compréhension des consommateurs. Et quand je dis investir dans les contenus, ça veut dire que même s'il y a les vicissitudes, dans la musique, nous n'avons pas réduit les sommes que nous dépensons chaque année pour essayer de détecter nos nouveaux artistes. Alors je peux vous assurer qu'on a réduit tout le reste. Mais ça, nous n'avons pas réduit les sommes que nous dépensons chaque année pour détecter des nouveaux artistes, parce que nous continuons à avoir besoin de lancer les futurs Lady Gaga. Et en ce qui concerne le marketing, c'est la même chose. Nous avons de nombreux programmes qui nous permettent, c'est ce que nous appelons chez nous la politique direct to consumer. L'un des avantages de l'Internet, c'est que nous pouvons nous adresser directement au consommateur, avoir avec lui une relation directe. Auparavant, nous avions toujours un intermédiaire, généralement un marchand, un distributeur, et nous ne connaissions pas nos consommateurs. Aujourd'hui, nous les connaissons, et donc à nous d'en savoir faire le meilleur usage. Merci Jean-Bernard. You want to say a word of conclusion? Non, il hésite. Wir sollten einfach optimistisch durch die Welt gehen. Dankeschön. On est bien d'accord. Alors, je voudrais, pour conclure et avant de passer la parole à Nicolas Sédou qui fermera officiellement la session, d'abord prier mes amis d'Ernst & Young de bien vouloir m'excuser, parce que normalement, comme ils ont été un peu mis en cause, j'aurais dû leur redonner la parole, mais je ne voulais pas qu'on se trouve dans des bilatérales et je souhaitais que le maximum de personnes aient la possibilité de répondre. La deuxième chose, c'est que derrière la question qui a été posée par le journaliste allemand, il y a une question assez fondamentale de l'économie de demain qui se pose, qui est le fait que nous sommes entrés dans une économie de l'efficacité, de la réduction des coûts, de la performance, et que la générosité avec laquelle on était structuré dans le temps est quelque chose qui nous est interdit, qui nous est prohibé. Et de ce fait, c'est vrai qu'il faut qu'on recherche la plus grande efficacité pour l'argent investi. Enfin, la dernière chose, c'est que vous avez assisté, vous n'en êtes pas rendu compte, à un paradoxe. C'est que c'est un homme de la publicité, c'est un homme du négoce, quelqu'un qui fait du bas commerce, qui a été choisi pour animer la journée d'aujourd'hui. Je crois que Nicolas a privilégié l'amitié à la raison. Il ne s'en est pas rendu compte et je tiens à le remercier et je lui passe la parole. Merci.